Merci Madame la professeure d'avoir accepté d'être la conférencière de la conférence annuelle Louis Favoreux, qui est à sa 3e édition. Donc pour les conférences précédentes, nous avons eu comme invité Monsieur Alain Juppé, qui est membre du Conseil constitutionnel, ensuite Gustavo Zagrebelski, professeur italien de droit constitutionnel et qui a été également juge et président de la Cour constitutionnelle italienne. Et donc, dans la continuité de cette tradition, dont les fondements ont été mis par la professeure Aurélie Dufy, pour laquelle nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Angelika Nussberger. Professeure à l'Université de Cologne, elle a été élue en 2010 juge à la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'Allemagne. Elle a exercé cette fonction de 2011 à 2019 et donc pendant cette période de 2015 à 2017, Madame Nussberger a été présidente de la section numéro 5 de la Cour européenne des droits de l'homme et par la suite, de 2017 à 2019, elle a été vice-présidente de la Cour de Strasbourg. En 2020, donc après la fin de son mandat, elle a repris ses fonctions de professeure à l'Université de Cologne. Madame Nussberger a été aussi élue juge internationale à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, donc où elle exerce toujours ses fonctions. Elle a été aussi nommée membre de la Commission de Venise et membre de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation française, si mes sources sont exactes. Donc, Madame Nussberger a développé une très large expertise dans le domaine de la protection allemande, européenne et internationale des droits de l'homme, du droit constitutionnel comparé et également de l'influence du droit international public sur le développement du droit en Europe centrale et orientale, donc un point commun que nous avons justement sur le plan de nos recherches. Donc le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui est une interrogation sur le concept de l'universalité des droits de l'homme, s'inscrit dans ces thématiques de recherche, des réflexions qui ont été nourries et qui continuent de l'être à travers ces riches expériences en tant que juge européen et constitutionnel, mais aussi en tant qu'expert à la Commission de Venise, qui est une institution dont le rôle est notamment celui de la promotion des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, non seulement dans les pays de l'Est, c'est pourquoi la Commission de Venise a été créée au début des années 90, mais également partout en Europe. Et les avis rendus par la Commission de Venise ces dernières années, à la demande principalement des partis d'opposition des pays d'Europe occidentale, montrent que la question de la garantie effective et efficace des droits et libertés n'est pas un problème caractéristique aux pays ayant une démocratie fragile. Donc les questions posées à la Commission de Venise, mais aussi celles sur lesquelles doit se prononcer la Cour européenne des droits de l'homme, les divergences, voire les résistances que certains arrêts suscitent, montrent que l'universalité des droits est loin d'être acquise. Je dirais même que ces avancées enregistrées depuis la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement depuis la chute du mur de Berlin sont parfois en danger. C'est cette situation qui nous amène à nous interroger sur la réalité de l'universalité des droits et libertés. Depuis une dizaine d'années, on a eu des arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de l'homme qui ont suscité des débats, mais qui portaient sur des questions sociétales épineuses, telles que le mariage entre les personnes de même sexe, telles que la question de l'IVG, d'ailleurs dont nous avons parlé aujourd'hui lors de la conférence Les actualités de l'Institut Louis Favoreux. Ensuite, l'épisode des arrêts contre la Pologne, donc prononcé par la Cour européenne des droits de l'homme, à la suite des réformes engagées depuis 2015 par les autorités politiques afin d'assurer un contrôle politique sur le pouvoir judiciaire, montre qu'en réalité, les questions, les débats autour de l'universalité des droits et libertés ne s'arrêtent pas uniquement aux questions sociétales épineuses, mais bien au contraire, donc elles couvrent également des droits que nous considérions déjà acquis, tels que le droit au juge, les droits de la défense, le droit d'être jugé par
un tribunal indépendant, etc. Donc, c'est justement donc, dans ce contexte-là que de très nombreuses questions se posent. Qu'entend-on par l'universalité des droits et libertés, par exemple? Est-il possible, justement, de parler du caractère universel des droits et libertés? Quelles solutions alternatives peuvent exister? Et, de manière générale, est-ce que ces solutions-là peuvent exister au regard notamment de la nécessité et de l'obligation de respecter ces droits et libertés. Donc sans attendre, je vais vous laisser la parole, chers collègues, afin d'avoir votre analyse sur l'ensemble de ces questions au regard de ce que vous avez pu constater au cours de votre riche et passionnante expérience professionnelle. Je vous remercie. Au début des années 2000, j'étais membre du comité d'experts de l'Organisation internationale du travail. Notre mission était de surveiller le respect des normes sociales dans le monde entier. L'un des thèmes était aussi le travail des enfants. Il y avait un rapport sur le Mali qui critiquait le fait que des jeunes enfants étaient envoyés à la mendicité par l'imam de l'école coranique. Cela devait être proscrit comme travail interdit pour les enfants. Au début, il semblait que tout le monde était d'accord. Mais mon collègue sénégalais, un ancien juge, qui était habituellement silencieux pendant nos débats, il a pris la parole. Et là, il s'est opposé à notre avis. Lui aussi, c'est ce qu'il nous a raconté, lui aussi avait été dans une maîtresse et envoyé par l'imam pour mendier. C'est une partie importante de son éducation car il s'agit d'éduquer les enfants à l'humilité. Comment mieux y parvenir que lorsque les enfants font l'expérience personnelle de ce que signifie la mendicité. Humilité est un mot que nous, je ne sais pas vous, n'utilisons pas plus souvent. Mes collègues des pays que nous considérons aujourd'hui faisant partie du Sud global, comme l'Inde ou la Thaïlande, ont confirmé immédiatement l'avis de notre collègue du Sénégal. Oui, l'apprentissage de l'humilité est un objectif important de l'éducation. Contrairement à mes collègues de l'Angleterre, des États-Unis, de la France et moi-même, nous avons regardé avec étonnement, presque incrédule, et sommes restés silencieux. L'humilité comme objectif éducatif, pour nous, c'est plutôt inimaginable. Nous avons alors atténué le commentaire critique sur le Mali pour bâtir un pont sur le fossé des différentes conceptions de l'éducation. Pour nous, les objectifs éducatifs étaient plutôt la liberté de penser ou bien la conscience de soi. Mais notre point de vue était-il meilleur, plus juste que celui de notre collègue du Sénégal? Ce n'est pas que l'humilité n'ait pas été une valeur élevée dans la tradition européenne aussi. Par exemple, dans beaucoup de représentations des scènes religieuses dans les églises et cloîtres, l'humilité, c'est-à-dire la conscience de sa propre imperfection et du service, est un thème central. Ainsi, ce que je veux montrer avec cela, c'est que les valeurs ne semblent pas pouvoir être déterminées de manière statique. Elles sont plutôt soumises à la transformation, même si elles s'étendent peut-être sur de longues périodes. Permettez-moi d'illustrer ce point encore avec un autre exemple. Le premier accord visant à établir une norme juridiquement contraignante en matière des droits de l'homme qui devait s'appliquer dans le monde entier et qui a été célébré à l'époque avec emphase comme un progrès de la civilisation a été l'interdiction du travail de nuit des femmes.
En 1906, 13 pays européens ont signé la Convention de Berne sur l'interdiction du travail de nuit des ouvrières industrielles, après qu'un certain nombre de pays aient déjà édicté des règles en la matière et on voulait empêcher des désavantages de concurrence. À l'époque, seulement les femmes suédoises qui étaient organisées dans des syndicats ont protesté parce qu'elles craignaient des désavantages, parce qu'elles avaient peur de perdre le salaire particulièrement attractif du travail de nuit. Tous les autres étaient d'accord, le travail de nuit pour les femmes était une misère qu'il fallait interdire. Mais aujourd'hui, nous considérons comme paternaliste et patriarcale une interdiction qui, au début du XXe siècle, était célébrée comme un acquis de civilisation. Nous la critiquons maintenant comme une inégalité de traitement inacceptable entre les hommes et les femmes. En 1980, la Cour de justice de Luxembourg a cassé l'interdiction et a contraint les États de l'Union européenne, qui avaient conclu en 1948 une convention succédant à cette convention de Berne, à la dénoncer. Mais malgré ces dénonciations et la nouvelle conception du rôle des femmes dans la vie professionnelle et de l'égalité des sexes qu'elle exprime, l'interdiction est toujours en vigueur dans un tiers des pays du monde, en particulier dans le Sud comme Angola, Égypte, Guatemala, Afrique du Sud. Dans ces pays, elle est également considérée comme un standard de protection important. Si l'on abandonnait ce standard, la situation des femmes, selon la conviction des personnes concernées, se dégraderait considérablement. Cela montre qu'il n'y a pas d'accord sur les acquis de la civilisation et le progrès dans le domaine des droits de l'homme. Et même si, en surface, il semble que tout le monde accepte des fois les mêmes normes, cela peut être trompeur. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, a été ratifiée par tous les États du monde, à l'exception de quelque peu le Vatican, l'Iran, la Somalie, le Soudan, Tonga et Nui. Les États-Unis et le Palau l'ont seulement signé, pas ratifié. Cela représente un taux d'approbation unique de 185 sur 193 États. Mais qu'est-ce que cela signifie en vérité? La mesure dans laquelle on se sent lié par les traités peut être dosée par ce que l'on appelle des réserves. Pour ne citer qu'un exemple, le Koweït a émis une réserve à la disposition selon laquelle les États partis prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions matrimoniales et familiales et garantissent sur la base de l'égalité entre hommes et femmes des droits et obligations en matière de tutelle, de curatelle, de fiducie et de l'adoption. Dans sa réserve, le Koweït déclare qu'il ne se sent pas lié par cette disposition dans la mesure où elle entre en conflit avec les prescriptions de la charia islamique. Il n'y a donc aucune trace d'unité, d'universalité des valeurs. Mais quand même, le 10 décembre de l'année dernière, 2023, nous avons célébré le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous la considérons comme, je cite, l'idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans la préambule. La Déclaration universelle des droits de l'homme porte le mot universel dans son titre et c'est associé à la conviction que
la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, est commune à tous. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou la Déclaration universelle des droits de l'homme ne reflète-t-elle pas en réalité le vœu pieux vieux de 75 ans d'une petite partie de ces peuples et nations qui ont eu la prétention de parler au nom des autres alors qu'ils n'en avaient pas ni le mandat ni l'autorité? L'universalité des droits de l'homme, telle qu'elle a été exprimée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-elle une idéologie de l'Occident? Est-ce que c'est un idéal sous examen, comme suggère le titre de mon exposé? Il faut aller au fond de la question. Permettez-moi d'abord de replacer l'idée d'universalité dans son contexte historique. L'histoire des défauts de naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme a souvent été racontée. Ce qui est déterminant, c'est la manière dont elle est racontée. Le récit du miracle s'oppose au récit de l'exclusion. Car, comme souvent, c'est la perspective du récit qui compte. Nous pouvons souligner que l'adoption de la déclaration s'est faite globalement à l'unanimité et que 23 des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont également été adoptés à l'unanimité par oui, sans abstention ni vote contre. C'est ainsi qu'il a été possible de trouver un compromis presque à la dernière minute avant le début de la guerre froide. Revenons sur ce moment historique de 1948. Je cite, « Alors que le jour de la décision à l'Assemblée générale s'approchait, le climat parmi les délégués était aussi froid que le temps de décembre. Les relations entre le bloc soviétique et les puissances de l'Atlantique Nord n'avaient jamais été aussi mauvaises. Les avions britanniques et américains apportaient de l'aide à Berlin 24 heures sur 24 heures, à raison d'un chargement d'avion toutes les 3 minutes et demie. L'atmosphère à l'ONU était tendue, l'ambiance cynique. C'est ainsi que Mary Ann Glendon décrit la situation dans la belle étude A World Made New. La discussion finale de l'adoption du texte de la déclaration était également pleine de reproches mutuels. René Cassin, représentant français et intellectuel juif, s'est opposé à la délégation soviétique qui estimait inacceptable l'atteinte à la souveraineté nationale qui représentait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Du point de vue de Cassin, cette position soviétique était comparable à celle des nazis en 1933, puisqu'ils avaient rejeté la critique de la persécution de leurs compatriotes avec ce même argument, à savoir l'inadmissibilité de l'ingérence dans les affaires intérieures. Le député soviétique en a profité pour rejeter la responsabilité du déclenchement de la guerre sur la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis en raison des accords de Munich. Le fait qu'un tel document, qu'une telle déclaration ait pu être adoptée dans une atmosphère aussi politisée relève du miracle. De manière générale, les 34 discours de clôture ont souligné que la coopération était mondiale. Charles Malik du Liban a déclaré qu'il, je cite, « ressentait le soutien moral du monde entier ». Selon le représentant syrien Abdul Rahman Kayali, il s'agissait je cite encore, l'accomplissement de générations de personnes qui avaient travaillé pour atteindre cet objectif. On connaît le pathos d'Eleanor Roosevelt, présidente du fameux Third Committee. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un grand événement à la fois dans la vie des Nations Unies et dans la vie de l'humanité. C'est une narration.
la narration du miracle. Mais il y a aussi un autre récit. Et ça, c'est le récit de l'exclusion. Seuls 56 États avaient été invités à participer à ce projet. Le projet était entre les mains de l'épouse du président américain, dont le successeur lui avait confié la tâche. Ceux qui ont pris la plus grande part à l'élaboration de la Convention étaient issus de ce que nous appelons aujourd'hui le monde occidental, ou y avaient au moins étaient éduqués, même si des représentants de différents continents étaient présents. Par exemple, Charles Malik, déjà mentionné, était certes né au Liban, mais avait étudié la philosophie chez le philosophe allemand Heidegger et n'était pas musulman, mais chrétien. L'Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine étaient représentés en tant que continents, mais pas des régions importantes du monde comme l'Afrique subsaharienne, l'Inde et l'Indonésie. De là, seules quelques voix isolées ont été recueillies par l'UNESCO. C'était l'époque du colonialisme. Les pays sous domination coloniale étaient donc exclus de la participation au débat. Les pays qui avaient perdu la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas non plus autorisés à participer. En outre, 8 pays se sont abstenus lors du vote final. L'ensemble du bloc de l'Est, ainsi que la Yougoslavie, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite, le principal représentant du monde musulman. Le Honduras et le Yémen n'ont pas participé au vote. La notion d'universalité est ainsi, on ne peut pas le nier, partielle. Et elle a été déterminée par la perspective des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on peut regarder tout ça comme une hypocrisie. Il existe cet argument qui se rattache aux événements historiques et qui sème la doute sur la sincérité du projet des droits de l'homme dans son ensemble. Cet argument est souvent déjà avancé en référence à la Déclaration d'indépendance américaine et rend le merveilleux pathos bien fade. Je cite: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." Nous l'avons appris par cœur à l'école. Mais que peut signifier une telle phrase selon la critique lorsqu'elle sort de la bouche du propriétaire d'esclaves? Il est historiquement prouvé que cela s'applique par exemple à George Washington. Et cela vaut également pour ceux qui ont travaillé ensemble du 27 janvier 1947 au 10 décembre 1948 sur le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Même s'il est peu probable qu'ils puissent être tenus personnellement responsables de violations de droits de l'homme, ils étaient représentants des régimes dont le bilan en matière de droits de l'homme était effrayant. En l'Union soviétique, des centaines de milliers de personnes ont été envoyées dans les camps de travail forcé. Aux États-Unis, la population noire a été victime de discrimination. La Grande-Bretagne et la France ont été responsables de crimes dans les colonies. On peut tout de même voir dans le discours d'Eleanor Roosevelt lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme une sensibilité à la problématique apparence-existence et exigence-réalité. Lorsqu'elle dit, je cite, « En tant que membre des Nations Unies, conscient de nos insuffisances et de nos imperfections, efforçons-nous de bonne foi d'être à la hauteur de la norme élevée. » Et peut-être faut-il séparer l'œuvre de l'effet, de même que Rousseau a écrit avec Émile ou de l'éducation, le livre sur l'éducation,
le plus lu de la littérature mondiale, mais a fait grandir de nombreux enfants illégitimes dans des maisons d'accueil. Plus grave encore est la critique selon laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme aurait en fin de compte toujours imposé les idées directrices de la civilisation occidentale en tant que compromis présumé. Je voudrais illustrer mon propos par 3 exemples. Le premier, cela vaut pour exemple pour la question fondamentale de savoir si les droits et les devoirs doivent nécessairement entretenir une relation synalagmatique ou si les droits peuvent être garantis de manière autonome, détachée des devoirs. Le credo des Lumières, et vous vivez dans le pays des Lumières, et que les droits existent indépendamment des devoirs, qu'il s'agit de droits innés, de unalienable rights. Mahatma Gandhi, contrairement à ça, lui, il a explicitement contredit cette affirmation lors de son audition pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite Mahatma Gandhi. « J'ai appris de ma mère, illettrée, mais fort sage, que tous les droits dignes d'être mérités et conservés sont ceux que donne le devoir accompli. On pourrait montrer que tout autre droit est seulement une usurpation pour laquelle il ne vaut guère la peine de lutter. » Dans le premier projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idée du lien nécessaire entre les droits et le devoir était encore proéminente. Dès le début, la deuxième phase principale stipulait que l'homme n'avait pas seulement des droits, mais qu'il devait aussi des devoirs à la société dont il faisait partie. Dans la version finale, au contraire, cette idée n'a pas été reprise que sous une forme cryptée à l'article 1, lorsqu'il est dit que les hommes doivent agir envers les autres, les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité. Et dans l'avant-dernier article de la phrase de la Déclaration universelle, à l'article 29 de 30 articles, on trouve la déclaration suivante: l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein de développement de la personnalité est possible. Le fait que la Convention européenne des droits de l'homme ne mentionne absolument pas les devoirs, alors que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples leur consacre tout un chapitre, montre bien que ce point constitue une différence dans la conception des droits de l'homme au nord et au sud. Deuxième argument, l'affirmation dominante des idées du monde occidental, et notamment des Lumières, peut également être constatée dans une autre formulation de l'article 1 de la Déclaration universelle. L'article 1 explique la conception de l'homme sur laquelle repose la déclaration. Littéralement, il dit ceci: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Il était prévu d'opposer au concept de raison, qui est bien sûr un concept des Lumières, le concept chinois de Zhen. Zhen est un concept fondamental du confucianisme qui décrit les hommes comme étant toujours en relation les uns avec les autres. Cependant, la comité de rédaction n'a pas trouvé de terme adéquat dans les langues européennes et l'a remplacé par conscience, ce qui signifie tout à fait autre chose, conscience et gêne. Et troisième point, les droits du monde industrialisé.
des droits tels que le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le droit de choisir sa profession, le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, ainsi qu'à une protection contre le chômage et le droit au repos et au loisir, reflètent les besoins du monde de travail des États industrialisés du Nord, mais pas nécessairement ceux du Sud mondial. Il faut alors admettre qu'il y a des perspectives différentes sur l'universalisme et je veux juste regarder maintenant les différentes conceptions dans les différentes régions d'aujourd'hui. En ce qui concerne le Sud global, compte tenu de l'exclusion des anciennes colonies de la participation au texte et au vote, compte tenu du contexte historique dans lequel les droits ont été promis à tous, mais où ces promesses étaient creuses et vides pour une grande partie des gens, et compte tenu de la domination de la pensée occidentale dans la Déclaration universelle, il ne faut pas s'étonner que dans les études postcoloniales, l'universalité des droits de l'homme soit considérée par certains non seulement comme une fiction, mais aussi comme un instrument permettant de perpétuer l'oppression. Ainsi, les personnes du Sud global seraient soit stylisées comme celles qui violent les normes et qui doivent être enseignées, soit dévalorisées comme les éternels vulnérables pour lesquels d'autres doivent parler. On soupçonne derrière les normes universalistes la poursuite de la pensée coloniale qui oppose ceux qui enseignent et ceux qui apprennent, ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, ceux qui sont développés et ceux qui se développent et qui se fondent ainsi sur des hiérarchies préformées. Les études postcoloniales reconnaissent toutefois qu'il est problématique de rejeter les droits de l'homme dans leur ensemble en les qualifiant de produits de l'homme blanc, car on fait ainsi le jeu de ceux qui ne veulent pas voir leur pouvoir limité par les droits de l'homme. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples constitue un contre-modèle à ce discours critique, mais aussi destructeur. Dans son préambule, elle fait fièrement référence aux traditions autonomes des pays du continent africain en matière des droits de l'homme et présente une alternative aux pensées européennes des droits de l'homme en associant les droits individuels et collectifs, notamment le droit au développement. Regardons les États-Unis. L'attitude des États-Unis vis-à-vis des garanties internationales en matière des droits de l'homme est, je dirais, paradoxale. D'une part, ils sont dominants dans l'élaboration, comme le montre la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais d'autre part, ils ne sont pas prêts à se lier à des traités. Au niveau mondial, les États-Unis font partie des États qui ont ratifié le moins des conventions de l'ONU. Ils n'ont pas non plus adhéré à la Convention régionale des droits de l'homme élaborée pour l'Amérique du Sud et du Nord, la Convention américaine des droits de l'homme, bien que l'Américain Thomas Bürgenthal y ait durablement marqué la formation de la jurisprudence. Regardons l'Europe. Si l'on devait résumer la position de l'Europe en matière des droits de l'homme, on pourrait la caractériser comme l'attitude « je sais toujours mieux ». D'ailleurs, l'Europe tente la quadrature du cercle en déclarant à la fois les droits de l'homme universels et intangibles, tout en prétendant de les développer et améliorer en permanence. Lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Européens étaient déçus de ne pas avoir réussi à élaborer un texte contraignant et de ne pas avoir pu aller au-delà d'une déclaration. Les Européens ont ainsi commencé à travailler simultanément sur leurs conventions, ont fixé leurs propres normes et ont mis en place une commission et une cour pour la surveiller.
qui juge, interprète. La Convention est ainsi devenue un instrument vivant, la Cour adaptant en permanence aux nouvelles circonstances, aux nouveaux souhaits de la société et aux nouvelles idées. Mais souvent, ces adaptations ne signifient pas seulement un changement, mais même un renversement des normes définies à la fin des années 40. De manière générale, l'Europe s'est engagée en faveur de valeurs toujours plus élevées, d'une protection toujours plus grande des droits de l'homme. Seulement, elle n'a pas pu entraîner le reste du monde avec elle. Il y a des exceptions étonnantes. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de l'homme au Costa Rica et la Cour africaine se sont inspirées des fois par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Le même est vrai pour la Cour suprême de Japon, mais ce sont quand même des exceptions et on a des droits de l'homme européens qui sont contrastés aux autres. En ce qui concerne la Chine et la Russie, on pourrait dire qu'ils se sont émancipés à l'heure actuelle, chacune avec ses propres conceptions développées en 2023 du droit international et des droits de l'homme. Pour les deux États, les intérêts de leur propre peuple sont au premier plan. Dans le discours du ministre chinois des Affaires étrangères, en année dernière, cette nouvelle conception était présentée avec beaucoup d'assurance. Je cite, pour nous les Chinois, le plus grand droit de l'homme est le bonheur des 1,4 milliard d'habitants de la Chine. Tous nos efforts visent à satisfaire leurs intérêts immédiats. Les 1,4 milliard de personnes ont été fortement impliquées dans le développement des droits de l'homme et sont celles qui ont le plus bénéficié de ce processus. Ils ont maintenant un sentiment croissant d'accomplissement, de bonheur et de sécurité. La Déclaration universelle des droits de l'homme est acceptée par la Chine, mais elle s'oppose à une vision universaliste. Je cite encore, « Le droit de tous les pays à choisir indépendamment leur propre voie de développement des droits de l'homme devrait être respecté. Copier aveuglément le modèle des autres serait inadapté à leurs propres conditions et imposer son propre modèle aux autres entraînerait des difficultés sans fin. » C'est pourquoi ils ne veulent pas être critiqués sur ce qui se passe à Hong Kong, au Xinjiang ou au Tibet. La Russie a adopté en avril 2023 le concept de la politique étrangère de la Fédération de Russie. Elle définit comme priorité la protection des droits de l'homme, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens russes et la protection des organisations russes contre les atteintes étrangères illicites. Et ce qui est intéressant, il distingue entre les valeurs communes à tous et les valeurs développées par ce qu'il appelle un petit groupe d'États qui se sont mis au sommet du développement des droits de l'homme. Je cite la conception russe. Le système juridique international est mis à l'épreuve. Un petit groupe d'États tente de remplacer par le concept d'un ordre mondial fondé sur des règles, imposition des règles, de standards et de normes élaborées sans la participation égale de tous les États intéressés. Et il oppose ce qu'il appelle les vrais droits de l'homme. Et la Russie se met en scène comme orthodoxe gardienne des droits moraux différents des autres. C'était même utilisé pour justifier le commencement de la guerre contre l'Ukraine, la lutte pour les vrais droits de l'homme. Alors, quoi faire avec une situation où l'universalisme n'est plus universel? Où en sommes-nous donc?
devons-nous reconnaître que ce que nous considérions comme universel n'était en fin de compte qu'une tentative inefficace de fixer pour toujours et pour tous les idées d'une certaine époque, marquée par le colonialisme, la guerre et les crises, bien que nous, les Européens, voulions toujours aussitôt les changer et que d'autres ne se soient jamais sentis vraiment liés par elles, contrairement aux déclarations faites du bout de lèvres. Faut-il tomber la Déclaration universelle des droits de l'homme de son piédestal? Ce monument doit-il lui aussi tomber comme tant d'autres monuments tombent à l'heure actuelle? Et si oui, que mettre à la place? Il resterait, à mon avis, un espace libre. Nous n'avons rien à placer sur le piédestal orphelin comme nouvelle conquête du XXIe siècle encore jeune. Disputes, désaccords, je sais tout, aussi loin que nous puissions regarder. Cela signifie que nous pouvons nous réjouir que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit encore sur son socle et que, d'après ce que je peux voir, elle soit célébrée de toutes parts lors de son anniversaire. Nous avons en outre de bonnes raisons de nous opposer résolument aux tendances de déuniversalisation. 3 raisons parmi d'autres. Premièrement, nous avons besoin d'une orientation générale pour la liberté et l'égalité telle que définie par la Déclaration universelle. Deuxièmement, la Déclaration universelle est bonne. On peut la critiquer autant que l'on veut, mais qui peut dire quelque chose contre elle sur le fond? Je cite, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Ou bien, nul ne sera tenu en esclavage. Qui peut dire quelque chose contre ces sûretés, ces principes? Et troisièmement, le défaut de la naissance, l'exclusion des régions du monde qui étaient sous domination coloniale, a été corrigé. En 1993, avec la déclaration de Vienne et le plan d'action, car les pays du Sud et de l'Est ont été intégrés dans tous les débats et ont pu faire valoir leurs idées. La déclaration universelle a été réaffirmée comme base. Cela ne signifie pas que nous avons effectivement tout ce que dont nous avons besoin. Les questions importantes de notre vie transformée restent sans réponse. Qu'en est-il des droits de l'homme et du climat, par exemple? Qu'en est-il des droits de l'homme et l'environnement? Que signifient les droits de l'homme dans un monde numérique? Que signifie l'intelligence artificielle pour les droits de l'homme? Comment gérons-nous le fait que la naissance et la mort peuvent de plus en plus être co-déterminées ou exclusivement déterminées par l'homme? Comment obtenir des réponses à ces questions? Parviendrons-nous à créer une déclaration, un deuxième chapitre de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je crois, nous sommes probablement d'accord que le présent, avec ses guerres et ses crises, ne se prête pas à avoir de l'espérance pour recommencer le travail pour une nouvelle déclaration, un nouveau chapitre pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je ne vais pas conclure sur une note pessimiste. Je veux plutôt raconter encore une anecdote. Winston Churchill et Franklin Roosevelt, le 14 août 1941, se sont rencontrés au milieu de l'Atlantique. Et c'était un moment qui était encore pire que maintenant. C'était la guerre qui faisait rage en Europe et aussi en Asie et Amérique. Et l'issue en 1941, l'issue de la guerre était encore totalement incertaine.
Et pourtant, c'est justement à ce moment-là que Churchill et Roosevelt ont consigné leurs idées pour le monde d'après-guerre dans la fameuse Charte de l'Atlantique, avec l'idée d'une existence affranchie de la crainte et du besoin. Ils ont défini le noyau de l'idée des droits de l'homme développée après la guerre. Peut-être devrions-nous aussi penser de manière acyclique. C'est précisément l'heure actuelle où les droits de l'homme ne sont pas en vogue et où la validité du droit international est généralement remise en question que nous devrions nous opposer. Il semble que ce soit le meilleur moment pour réfléchir à nouveau à ce que sont les valeurs universelles dans un monde globalisé et numérisé. Non pas pour remplacer la Déclaration universelle, nous devons préserver chacun des messages qu'elle contient. Mais ce dont nous avons besoin, c'est, comme j'ai dit, un deuxième chapitre, de nouvelles normes universelles pour nos nombreuses questions en suspens. Peut-être devrions-nous, lorsque nous travaillerons sur le nouveau chapitre d'une Déclaration universelle, nous écouter encore mieux qu'en 1948. Peut-être devrions-nous placer l'idée de Mahatma Gandhi sur les droits, les devoirs et les responsabilités, par exemple pour la nature et l'environnement, et pour la vie des générations futures, à un endroit plus visible et ne pas la cacher dans l'article 29 sur 30 articles, comme dans la Déclaration universelle. Peut-être devrions-nous essayer à nouveau de trouver une traduction pour l'idée de chinois de gène, la relation interdépendante des êtres humains. Et peut-être même que la modestie et l'humilité retrouveront leur place dans ce nouveau chapitre. Je vous remercie pour votre attention.